Et c'est incroyable qu'on ait parlé d'archéologie gréco-romaine, parce que il se trouve que Raphaël nous a préparé une petite chronique qui va nous parler justement d'un peu tout ça, mais version jeu vidéo. Tout à fait, tout à fait. Je voudrais parler d'un jeu vidéo que bon nombre de personnes qui ont à peu près notre âge, dont nous vous tairons le nom justement, mais se reconnaissent. Un jeu qui est sorti déjà en 1999 et sans doute l'un des plus gros RTS connus. Alors je rappelle que RTS, ça veut dire en anglais Real Time Strategy, on dit un jeu en stratégie en temps réel. Hein, voilà, donc du Ouais. coup vous devez gérer des petits personnages qui effectuent leur vie et qui du coup effectuent des actions et puis parfois meurent. Hein. Et c'est l'essence même du jeu en question, parce que je parlais d'Age of Empire. Pas n'importe lequel, l'Age of Empire 2, puisqu'il existe un 1 que personnellement je n'ai jamais joué et qui se passe de souvenirs en Antiquité, donc à l'époque des Grecs et des Égyptiens, tout C'est ça. exactement ça. C'est pour ça que je pensais à ça dans ma transition d'ailleurs. T'as jamais joué au Et 1 du coup? alors non, j'ai jamais joué au 1, mais il semblerait qu'il soit sorti 2 ans avant celui que je parle, donc en 1997. Et donc du coup, c'est un jeu quand même qui a bien vieilli, puisqu'on parle vraiment de jeux qui étaient en 2 dimensions, hein, donc du coup qui se trouvent sur les ordinateurs assez vieux, hein, les Windows 98, etc. On faisait tourner ça à l'époque. Et donc du coup, celui qui m'intéresse en particulièrement, c'est le deuxième volet, parce que c'est sans Ouais. doute le premier jeu en stratégie en temps réel que j'ai joué, excepté Tsars, le fardeau de la couronne en français, qui est aussi un jeu que j'ai joué auparavant, mais qui ne m'a pas autant marqué que Age of Empires. Quel est le but d'Age of Empires? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le connaissez? Je ne me rappelle plus vraiment parce que j'y ai joué, mais ça remonte à très longtemps, ça aussi. Souvenir, on devait découvrir toute la carte, non, et réussir à bâtir une merveille. Oui, alors déjà, c'est vrai qu'on a les traits conducteurs. À la base, on est une petite civilisation. Une civilisation qui, au départ, était l'une de souvenirs, 11 civilisations les plus connues. On en avait quelques-unes qui étaient du coup en Europe. On avait par exemple les Francs, les Britanniques, les Teutons. On en avait d'autres qui étaient au Moyen-Orient. On avait donc les Berbères, les Perses, les Turcs et les trois les plus célèbres en Asie qui étaient les civilisations japonaises, chinoises et mongoles. Donc il me semble de souvenir, il y en avait 11, donc il m'en manque 2 ou 3, hein, mais ça c'est pas le plus intéressant. Après, il y a eu une extension qui est sortie 1 an plus tard qui Oui. s'appelle The Conquerors, et donc du coup qui a ajouté des nouvelles civilisations. Alors de souvenir, il y a les Coréens pour les côtés asiatiques, mais Mhm. ils ont fait venir aussi les Mayas, les Aztèques, pour parler davantage d'Amérique. On a aussi les Ouais. Huns et les Espagnols pour une civilisation européenne. Donc du coup, on commençait à avoir un univers qui s'étoffe un peu. On passe de 11 à 16 civilisations. Et donc du coup, c'est un jeu qui va nous permettre de construire à l'époque médiévale, l'époque fin, allez, on va dire fin Antiquité, fin Moyen Âge, puisque on parle quand même Découverte de de la l'Amérique. Rome antique, hein, l'effondrement de Rome. Je crois que c'est ça, hein, vraiment Oui. le début d'Age of Empire. Et puis, on peut aller jusque là où commence Age of Empire 3, autrement dit l'âge des colonies. Hein, et donc, du coup, de cette époque qui doit être environ le 16e siècle, hein, de Mm. souvenir. Oui, Donc, du coup, complètement. on a ces civilisations-là qui peuvent être jouées et qui viennent d'Europe, Europe de l'Ouest, de l'Est, Moyen-Orient et Asie, et puis ensuite Amérique. Et donc, le but, c'est avec votre civilisation d'être le dernier survivant d'une bataille dans une carte. Et comme l'a très bien dit Ismaël, il fallait explorer la carte pour trouver ses ennemis. On devait construire des maisons pour avoir plus de population. On devait construire des bâtiments militaires, tels que des casernes, des écuries, des archeries pour pouvoir réaliser des unités. Même si à l'époque, quand on était jeune, on ne savait pas vraiment quelle unité on faisait. Par exemple, moi je faisais toujours de la cavalerie parce que c'était quand même classe et puis ça avait l'air d'être fort. Et finalement, aujourd'hui, c'est plus la même chose parce qu'on a appris les différences. Et pourquoi je parle d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez une idée pourquoi? Eh bien, parce Parce que que. Steam, la plateforme qui vous permet notamment de jouer en grande majorité à des jeux en ligne ou jeux tout court sur votre ordinateur, hein, a lancé via le remake du jeu de Microsoft qui est donc du coup Age of Empire Definitive Edition. Alors, entre-temps, on en a eu un autre, un Hmm. petit remake qui nous a apporté quelques civilisations en plus, parce qu'il faut comprendre que le public avait vraiment envie d'y rejouer, et déjà, une dizaine d'années
après, on est sur les coups de souvenirs 2013, on a un premier reboot qui est le reboot à Age of Empires 2 et je me rappelle plus quel est le nom, mais il y avait la particularité d'avoir 2 extensions. Alors vous en avez l'extension qui était celle de l'Asie, qui était quelque chose comme Reign of Rajas, quelque chose comme ça, et puis une en Afrique où on avait des civilisations africaines. Et c'était quand même très sympathique d'avoir cet axe-là, puisqu'il était relativement abandonné de la première édition. Et donc déjà, on monte à une vingtaine de civilisations. Et enfin, il y a de ça quelques années, en 2019, eh bien, on a la fameuse Definitive Edition, qui est censée être du coup la définitive, puisque c'est la dernière, donc. Et à travers ce remake-là de 2020, on a quand même des choses intéressantes. On a déjà le graphisme, puisque je crois que pour certains de nos auditeurs et surtout de nos chroniqueurs, on a joué ensemble, je le sais, à ce jeu. Le graphisme est quand même saisissant par rapport à ce qu'on avait, ce qu'on jouait. Je le rappelle, en 99, 2000, 2001, c'est ce qu'on appelle le graphisme 4K. Et ils ont ajouté, en plus de ce African Kingdom et Rise of Rajas, ça y est, je l'ai trouvé, ce qu'on appelle les derniers Khans, une nouvelle extension pour ajouter encore d'autres civilisations telles que les Bulgares, les Coumans, les Lituaniens, les Tatars. Donc on n'est plus sur de l'Europe de l'Est. En fait, on compte au fur et à mesure du temps. On ajoute des civilisations, on en ajoute encore. Et puis finalement, on a 2 nouvelles extensions qui ont été sorties cette année. Une qui s'appelle Lord of the West et qui du coup ouvre le champ à 2 nouvelles civilisations qui sont les Bourguignons et les Siciliens. Donc là, on a parlé de l'Afrique, on a parlé de l'Europe. Et ben là, on va parler un peu de ce qui se passe au centre, dans la Méditerranée aussi, notamment avec les Siciliens. Et la dernière extension, qui sera sans doute vraiment véritablement la dernière, il y avait encore un petit trou à combler en Europe, c'est celle de Dawn of the Dukes, qui est sortie le 10 août 2021. Et là, on incarne les Polonais et les Bohémiens. Du coup, des campagnes, la Bohème, c'est ça, du coup, d'Europe centrale. Ce qui fait qu'au final, on est sur 33 civilisations, 33. soit le triple de ce que c'était en 1999. Ah oui, quand Alors, même. il y a un aspect aussi que bon nombre de joueurs ont adoré dans le jeu, au-delà d'affronter l'IA dans des parties simples, c'était l'aspect campagne. Je ne sais pas si beaucoup de personnes s'en souviennent, mais Age of Empires a l'une des réalisations qui est de remplir pas mal de batailles historiques. Et c'est vrai, je vous laisserai aller voir notamment certaines grandes chaînes de vulgarisation comme Nota Bene qui a fait il n'y a pas si longtemps que ça une vidéo sur qu'est-ce que Age of Empires a apporté et surtout est-ce qu'il y avait des prises de liberté historiques par rapport à la description de leurs jeux vidéo. Il y en a quelques-unes, mais c'est des choses aussi qui sont intéressantes à voir. Et donc on a les plus célèbres guerriers qui ont leur campagne ou presque, suivant lesquels pays, quelle civilisation vous allez incarner. Par exemple, pour la très ancienne édition en 99, on parlait des Francs avec la campagne de Jeanne d'Arc. On parlait des Anglais avec celle de William Wallace. On parlait de celle de l'Espagne avec le Cid ou des Teutons avec Barberousse. Ou encore d'Attila le Hun, pour les Huns notamment. On avait aussi, pour tout ce qui est notamment Amérique, Moctezuma. Là, c'était simplement pour faire une campagne et incarner les Aztèques. Donc cet aspect-là de découverte en soi de l'histoire grâce à un jeu vidéo. Je pense que, alors c'était le cas pour ma part, mais c'est peut-être le cas pour beaucoup d'autres, ça m'a amené à davantage m'intéresser à l'histoire puisque tu la vis presque. À travers le jeu vidéo, tu as l'impression de réaliser quelque chose d'historique en maîtrisant une civilisation et en la faisant évoluer jusqu'à, comme le disait Eastman, l'un des buts du jeu est de construire une merveille. Et la construction de la merveille, c'est un peu parapher ta civilisation comme étant la rayonnante à jamais, quoi. Voilà. Donc c'est l'aspect intéressant, je trouvais déjà, c'était le fait d'avoir le côté historique et ensuite d'avoir le côté universel, parce que certes, si en 99 on était quand même un peu obnubilé, et c'est souvent le cas quand on fait des études d'histoire par le côté européen. Je sais pas si vous avez effectivement fait des études d'histoire comme Marc et moi. On a beaucoup parlé d'Europe dans nos cours et finalement très très peu de ce qui se passe en Asie, très très peu de ce qui se passe en Afrique. Alors qu'il y a des royaumes africains qui sont somptueux, il y a des royaumes birmans avec Suryavarman Ier qui est aussi une campagne qui à côté de celle de Banyun qui est birman et celle des Khmers qui sont connues aujourd'hui avec les temples d'Angkor. Donc du coup il y a des choses intéressantes et ça a donné davantage de profondeur, je trouve, de goût
à l'étude de l'histoire parce que je me souviens aussi, j'avais un prof qui avait justement décidé au lieu de parler du siècle de Louis XIV, parce que finalement, bon, Louis XIV, on en a entendu quand même pas mal parler, on a plutôt parlé du royaume de Suède. Et du coup, ça faisait plaisir de pouvoir, même si on parlait toujours d'Europe, d'excentraliser ceci. Donc, incarner différentes civilisations, de voir certaines unités qui sont en fait des unités des personnes, des unités et qui font partie de ces cultures de civilisation. Moi, je trouvais que c'était intéressant de les maîtriser et de faire évoluer ces civilisations. En sachant que, et c'est toujours quand même un peu marrant, c'est que quand on fait une partie à 2, à 3, à 4 ou même jusqu'à 8 joueurs, puisqu'on pouvait monter jusqu'à 8 joueurs, à 12 avec Age of Mythology, mais ça, ce sera en 2004 de souvenir, donc c'est un peu plus tard dans la chronologie. Et c'est Age of Mythology, c'est un peu un kiff quand même, parce que c'est de la mythologie, comme son nom l'indique. Hein, donc du coup, et des choses historiques, bon, passons. Mais c'est de pouvoir, par exemple, être un Japonais et d'affronter un mec qui est un Aztèque, quoi. Chose qui ne serait absolument pas possible, mais qui donne envie de créer une utopie sur ça, quoi. Je sais pas si vous y avez joué. Je sais que Marc y a joué un peu. Alors X-Men, peut-être que tu t'en rappelles plus. Est-ce qu'il y a peut-être une campagne qui vous avait marqué ou que vous avez adoré faire, quelque chose sur le jeu qui vous a incité à réaliser, je sais pas, une partie qui du coup vous a marqué, quelque chose qui vous a... Honnêtement, ce qui m'a le plus marqué dans le jeu, que c'est la musique de Age of Empires 2 que j'ai beaucoup aimé. C'est vrai ça. Oui. C'était Alors, très immersif en fait, on avait. Celle du compositeur, c'est Stephen Rippey, qui sera pas le même 20 ans plus tard, mais c'est en fait souvent, et je pense qu'avec Marc on le dit beaucoup, mais dans une autre catégorie qui est en fait les coups critiques, quand on analyse les films qu'on est allé voir ou les séries en question, c'est qu'une partie du film ou de la série et là du jeu vidéo résonne dans ta tête grâce à la musique. Ouais, bien Donc, sûr, il y a le thème principal qui est connu par tout le monde, finalement, et je pense qu'il y a autre chose qui marque, c'est le fait que les unités que tu contrôles te parlent dans la langue en question. Et, oui, j'aimais bien la manière dont il donnait les ordres en grec, notamment. Voilà, on comprenait pas beaucoup finalement, mais c'était recherché parce qu'en soi c'était véritablement les vrais mots, même si on en avait que quelques-uns. Et donc du coup ça rajoutait à l'immersion d'avoir ces unités-là, et même on apprenait les mots en question. C'est clair. Après, en y jouant, je faisais un jeu typiquement féminin, c'est-à-dire que je n'aimais pas trop me battre. Moi, j'aimais bien agencer ma ville, faire mes petits quartiers comme je le faisais dans les Sims, quoi. Et éventuellement aller faire des tours pour agrandir mon domaine. Mais c'est vrai que ça m'amusait pas trop d'aller me battre, ou alors je faisais les codes pour avoir les super voitures et les snipers pour aller dégommer mes adversaires. Oui, les codes de jeu. Les fameux codes, ouais. Il y avait des codes triches qu'on marquait sur la petite feuille alors qu'on cherchait sur la page internet, et ensuite on le mettait à côté du clavier pour des fois où la partie se passe pas comme prévu. Voilà, la célèbre voiture, le How do you turn this on? Je le connais parce que ne serait-ce que la semaine dernière, je l'avoue, je l'ai utilisé. Voilà. Donc, il marche toujours, même sur la nouvelle édition, du coup, les codes? Il marche toujours. Et en fait, il s'est passé un truc, je vais raconter ma vie l'espace de 2 secondes. C'était un soir où je n'avais plus Internet et je ne savais plus quoi faire. Pour autant, je n'avais pas envie de jouer en tant que maître d'une civilisation. C'est pourquoi j'ai créé une carte avec 8 joueurs, mais tous les joueurs étaient en mode IA. Et donc, du coup, j'ai observé un monde. Tu les as regardés s'entretuer. Ouais, ça n'allait pas assez vite. Donc, du coup, j'ai mis des codes. Et notamment, j'ai mis nourriture, pierre, or et bois, qui sont les 4 ressources du jeu, à 100 000. Et ensuite, j'ai ajouté un code qui est Aegis, qui permet de construire directement les bâtiments, qui pop d'un coup, et les unités sortent d'un coup. Et en fait, ça a été bien sûr, comme je suis quelqu'un de créateur, etc., j'ai fait que la carte en question soit pour 8 joueurs, mais qui n'ait que la taille de 2. Qui veut dire que ça a été très rapidement un carnage. Et à la fin, il y a des gens qui n'ont pas plus de ressources, notamment parce que même si tu mets le premier joueur que tu incarnes en IA, tu peux quand même sélectionner ses unités. Autrement dit, le mec, il fait sa vie, mais tu peux faire en sorte de le faire chier ou de l'aider.
Et donc, du coup, comme il était en mauvaise position, bon, bah voilà, j'ai fait 50 round of the turn this one, et puis il y a 50 voitures à arriver, et puis la partie s'est arrêtée brutalement. Mais c'était un aspect intéressant de Age of Empires. C'est surtout aussi les petits codes pour avoir, par exemple, 10 000 d'or. Il fallait que tu fasses Robin Hood, qui est Robin des Bois Robin des Bois. en français. Si tu devais, par exemple, explorer simplement la carte, mais ne pas voir les ennemis, tu tapais Marco. Et si tu voulais vraiment avoir toute la vision, tu tapais Polo. Donc, il y avait des choses comme ceci, toujours historiques, hein. Et c'était assez intéressant à réaliser, même si, bon, c'est vrai que les parties souvent allaient rapidement se conclure. Moi, la principale chose qui m'avait marqué, c'était une option qui s'appelle Nomade, où tu Ah oui, commençais à Nomade, jouer oui. et tu n'as rien, tu choisis où tu t'installes. Et ça mettait encore plus dans cette histoire-là tu commences véritablement le jeu avec rien, comme finalement quasiment à la préhistoire. Et du coup, tu avais véritablement l'impression de partir de rien. Ça, c'est vraiment Alors, chouette. Le mode nomade, il est vraiment cool. C'est vrai que je me permets, hein, tout ce que tu dis, c'est vraiment super, super chouette. Moi, de toute façon, je suis comme Ismen, hein, mais je construisais surtout des maisons pour que ce soit joli, bien agencé, tout parfait, etc. Pas forcément aller combattre. Mais ouais, voilà, Age of Empires, c'est quand même un jeu qui restera gravé dans la mémoire de, je pense, beaucoup de monde. Voilà, sur ce jeu. Je rends l'antenne. Alors, je voudrais quand même souligner une chose intéressante, c'est que il y a la possibilité de télécharger aussi via des sites les cartes des personnes ou les campagnes des personnes. D'accord? Ah ouais? Trop bien. Ouais. Et il y en a une qui a fait beaucoup parler d'elle parce que elle était difficile et elle ne pouvait pas laisser indifférent. C'est celle de, alors je me rappelle plus le nom. Je te dis un truc n'importe quoi. C'était par Ouais. exemple un truc comme Crow. Le dernier des Néandertaliens. Et en fait, c'était un Néandertal. Et en fait, c'était une carte ultra hostile. Et à la fin, en fait, tu pouvais pas la gagner. Il fallait juste que tu ailles à un endroit. Et à la fin, tu te fais tuer par des sapiens. Parce que bon, on est quand même à une période où on n'a pas les mêmes informations qu'on a aujourd'hui. Et donc, du coup, c'était intéressant de voir véritablement Age of Empires, mais mis à la période de la préhistoire. Le mec, il avait mis des loups partout. Enfin, et très intéressant. Alors, il n'y avait pas de mammouth, mais je crois que tu pouvais arriver véritablement quand il y a des gens qui commençaient à prendre la nourriture sur des cerfs, tu vois. Enfin, il y avait quand même une mise en scène qui C'est était hyper sympathique. intéressant comme truc. Ouais. C'était un truc que tu téléchargeais, je me rappelle plus du nom. J'arrive pas à le trouver, j'ai tapé en anglais Neanderthal Campaign Age of Empire, mais si, j'ai peut-être The Last Neanderthal. En direct. Voilà, The Last Neanderthal. Donc si vous la voulez, c'est assez simple de la voir. Je crois que dans l'onglet de Steam, par exemple, vous pouvez chercher dans scénario et du coup vous avez, voilà, c'est dans le workshop et je peux d'ailleurs, en faisant un petit CTRL-C, CTRL-V pour les personnes qui sont avec moi, je vous le mets par exemple dans la discussion. Et ça vous ouvre une page internet et vous avez la campagne en question avec les petites photos. Ah oui, je vois ça. Ah, il y a des léopards. De la période en question. Alors, pour terminer, parce que du coup, on est loin maintenant de l'Age of Empires 2, même si 2019, 2020 et 2021 signent quand même le grand retour de la franchise dans l'e-sport, les tournois notamment qui ont été réalisés par des petits ou grands organismes. Moi, j'avais pour habitude de regarder le tournoi organisé par Alpha et par Zerator, par exemple, qui avait reconstitué pour le coup une taverne. Je t'en avais parlé. Je m'en souviens. Avec ça, Marc. Ça avait l'air très cool, en effet. Et du coup, ils avaient reconstitué une taverne avec les joueurs qui étaient costumés comme à l'époque et qui du coup jouaient au milieu de la taverne avec des ordis. C'était surréaliste et c'était très sympathique. Et puis il y a des grands tournois bien sûr mondiaux avec ce qu'on appelle les cash prizes, les récompenses en monnaie scintillante et trébuchante. Et bien, figurez-vous que fin 2021, on a eu le privilège d'avoir un autre Age of Empires, mais le Age of Empires 4. Qui est c'est la même logique qu'un jeu en stratégie en temps réel, mais toutefois avec des améliorations. En fait, comme beaucoup de ces franchises, et on le voit encore aujourd'hui de manière globale dans la société,
on cherche à retrouver encore un public avec une autre série, une autre génération, si vous voulez. Hein. Et donc, du coup, c'est reparti pour un tour. Peut-être que dans 20 ans, il y aura Age of Empires 5 et entre-temps, un remake d'Age of Mythology. Peut-être, qui sait, ça serait chouette. Pourquoi pas? Après tout, ils vont tous se faire remaker les uns à la suite des autres, parce qu'il y a déjà un remake d'Age of Empires 1, donc un de 2, pourquoi pas du coup un du 3 et un de Mythologie. Michael serait là, il dirait c'est exactement comme les Pokémon. C'est vrai, c'est des différentes générations, tout à fait. Et du coup, merci beaucoup Raphaël pour cette petite chronique improvisée que tu nous as sortie pour cet épisode. C'était très chouette, c'était très intéressant. Sur un jeu mythique, hein, finalement, un jeu qu'on connaît tous, même si on n'y a jamais joué, on le connaît tous et on sait quelle importance il a finalement dans le monde vidéoludique. Oui, nous on a grandi avec ça. Certains avaient, comme a dit Ismen, avoir cette possibilité de construire. Et c'est ce que tu partages toi, hein, le petit village. D'autres étaient beaucoup plus bourrins. Et je me rappelais toujours de notre collègue Théo qui disait quand il était jeune, en fait, quand un villageois sortait, il butait les femmes et il gardait les mecs. et je crois que ça m'a marqué quand il m'a dit ça il y a quelques mois. C'est horrible. Comme quoi on peut tout faire dans ce jeu, même des choses atroces. Voilà, tu l'as trouvé ton outro. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.